Alors sur de nombreuses chaînes d'autonomie, on peut voir des débats et des commentaires qui vont parler de l'autonomie. Est-ce qu'on est autonome, pas autonome? Et souvent un débat qui sont souvent des discours un peu sourds car les gens vont rester sur leur point de vue et ils vont souvent dire t'es pas autonome car tu. Alors là je vais vous montrer quelques exemples. Tu n'es pas autonome car tu as des panneaux solaires. En effet, les panneaux solaires sont souvent fabriqués en Chine et ils utilisent beaucoup d'énergie pour être fabriqués. Ils ont une durée de vie et à la fin il faut un recyclage. Tu ne fabriques pas tout ce que tu manges. Alors ça, par exemple, en France métropolitaine, il y a certaines plantes qui sont très dures à cultiver. Par exemple, ça peut être les olives si on habite dans le nord, ça peut être le citron, ça peut être le cacao, ça peut être le café, le caféier. Donc soit on restreint ce qu'on consomme, soit on considère qu'on peut acheter une toute petite partie qu'on fait un effort. Après, tu n'es pas autonome car tu as une bouteille de gaz pour faire ta cuisine. Alors souvent, les bouteilles de gaz contiennent du butane ou du propane issus des énergies fossiles. Donc l'énergie fossile, ça signifie reste de vie ancienne. Et sauf que de plus en plus, on voit des projets qui se montent d'unités de méthanisation où des agriculteurs vont mettre des déchets ou des sous-produits, drèches de brasserie, fumier, lisier, pour faire du gaz comme du méthane, dans le but de faire du gaz d'origine plutôt naturelle. Tu n'es pas autonome car tu as une voiture ou un tracteur, donc c'est-à-dire souvent des moteurs thermiques qui fonctionnent à l'essence ou au gasoil. Et donc souvent quand on habite à la campagne, on est quasiment obligé d'avoir une voiture, même si on produit soit parce qu'on a un petit travail à côté, soit parce qu'il faut faire des achats, soit qu'il faut se déplacer pour aller chez le médecin. Donc une voiture, même si on désire être plus autonome, elle est parfois indispensable si on habite très loin des services. Tu n'es pas autonome car tu as un Thermomix. Ça c'est un débat qu'on a pu voir dans la sphère des chaînes visant plus d'autonomie. Donc le Thermomix, il peut servir à avoir un gain de temps, travailler plus rapidement, gagner en pénibilité. Si vous faites des kilos de pain et que vous devez le faire à la main, ça peut être fatigant. Donc si c'est dans un but de gagner en confort, ça peut être intéressant. Tu n'es pas autonome car tu as une batterie au lithium, ça peut être une perceuse, ça peut être un système solaire qui stocke son énergie. Donc le lithium étant une terre rare et de plus en plus convoitée. Donc on voit beaucoup ces débats. Donc maintenant, moi, je vais vous parler des définitions d'autonomie, autarcie, sobriété, dualisme. Et donc j'ai pris mon dictionnaire Petit Larousse 2012 et je vais vous montrer quelques définitions pour être plus au clair sur ces notions. Je vais commencer par la définition de l'autonomie. Donc c'est la possibilité pour un organisme, un individu, de décider sans en référer à un pouvoir central. Deuxième définition, capacité d'un individu à vivre en ne dépendant pas d'autrui. Et après il y a d'autres définitions. Et la cinquième, celle qui nous intéresse également, capacité à trouver en soi et par soi-même la loi de sa pensée et de son action. Donc ça, dans la définition du dictionnaire, c'est pas seulement de l'autonomie en termes de nourriture, d'énergie, c'est également une façon de raisonner. Donc autarcie, donc ça vient du grec, de autos, soi-même, et de archéin, suffire. Politique économique d'un pays qui tend à se suffire à lui-même en n'effectuant aucun échange avec des pays tiers. Et donc là, on voit quelque chose d'important, c'est que là, on va parler de macroéconomie, on va parler d'un État, on va pas parler d'un individu, on va vraiment parler de certains pays qui ont voulu avoir une politique d'autarcie. Après, résilience, c'est également intéressant. Caractéristique mécanique qui définit la résistance au choc d'un matériau. Et deuxièmement, aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Donc là, on peut se référer au livre de Boris Cyrulnik qui a beaucoup popularisé cette notion de résilience. Et donc ça peut être également la résilience d'un écosystème qui a sa capacité à repartir après un gros choc, comme ce soit une tempête, un incendie. Donc ça va être la capacité à repartir de zéro ou à se régénérer. Et donc autosuffisant, également proche de l'autonomie, dont les ressources suffisent à assurer des besoins essentiels sans appel d'une aide extérieure. Alors c'est quelques définitions qui montrent que on n'est pas obligé d'être dans l'autarcie, on peut produire une partie des choses, on peut également
essayer de faire les choses par soi-même. Donc ça va être de penser, d'agir, mais on peut également faire appel à la collectivité. Et il y a pas longtemps, j'ai rouvert le livre de Sapiens de Harari, et il parlait que ce qui avait fait la force de l'homme, ça a été la collaboration de nombreux individus, et c'est ce qui a permis vraiment de se développer. Donc la collaboration est vraiment indispensable. Et pour finir, je voulais parler de autre chose également, c'est qu'on voit également des personnes qui vont se braquer. Dès qu'ils vont avoir pas une faiblesse, mais un point qui n'est pas de l'autonomie sur une personne, et ils vont tout de suite la mettre dans une catégorie. Donc, par exemple, si on a un aspirateur, on n'est pas autonomiste, car on a quelque chose de la vie moderne. Si on a un motoculteur ou un tracteur, on a de l'énergie fossile, donc on n'est pas entièrement dans l'autonomie. Alors, cette fracture, on peut l'appeler le dualisme, et on peut voir également des gens qui sont très exigeants. Donc, c'est de l'ascèse. Discipline de vie visant la perfection spirituelle. Donc ça vient normalement du grec askésis, exercice. Donc ça peut être l'ascèse pour la méditation, certains moines qui vont faire ces pratiques. Et ascète, une personne qui pratique l'ascèse. Et deux personnes qui s'imposent une vie rude et austère. Donc ça peut être à des fins spirituelles, à des fins vraiment d'obtenir un idéal pur. Et donc, une notion proche, manichéisme. Donc, à la base, c'est une religion, c'est le point 1, je l'ai pas mis. Et deuxièmement, c'est la conception qui divise toute chose en deux parties, dont l'une est considérée tout entière avec faveur, et l'autre est rejetée sans nuance. Donc, ça peut être, par exemple, le bien, le mal, la lumière, l'ombre. Donc, c'est des gens qui vont essayer de classer et qui vont pas avoir de nuance. Donc, ça m'a fait penser à ça, des gens qui, parfois, dans les commentaires sont durs, mais peut-être qu'eux ne sont pas aussi autonomes, aussi résilients que les personnes qu'elle critique. Et donc ça m'a fait penser à un autre point sur les cours de Jean-Marc Jancovici qu'il a fait aux mines. Donc qu'est-ce que la sobriété? Alors là, je vais vous laisser avec un petit extrait que je vais vous mettre. Mais pour aller à l'essentiel, la sobriété, c'est consommer moins de manière désirée, et c'est très proche de la pauvreté. La pauvreté, c'est consommer moins, mais de manière subie. Et maintenant, je vais vous mettre le petit extrait. Voilà. Une autre famille d'économie d'énergie, c'est l'exact inverse. Je ne demande pas à l'industriel de faire des progrès, et je ne demande pas à ma voiture d'être plus efficace. Je décide délibérément d'avoir moins de services, donc de conduire moins de kilomètres, d'acheter moins de produits, etc. Et ce truc-là, ça s'appelle la sobriété. Donc la sobriété, en gros, c'est je m'auto-inflige une limitation de ce que je consomme. Et évidemment, si je ne le consomme pas, il n'y a pas besoin de le fabriquer. Et à ce moment, on a les économies d'énergie correspondantes au fait que je n'ai pas eu besoin de le fabriquer. Il y a une variante de la sobriété qui est celle qui arrive sans qu'on m'ait demandé mon avis, et ça s'appelle la pauvreté. Donc la pauvreté, c'est tout simplement, j'ai une limite qui s'impose à moi et qui m'empêche de consommer, et à ce moment, évidemment, on économise l'énergie qui est nécessaire, ou qui était nécessaire, à ce que je consommais avant. La grande différence entre la sobriété et la pauvreté, donc c'est pas physique, dans les deux cas de figure, je vais moins consommer, mais dans le premier cas, je le désire, et dans le deuxième cas, je ne le désire pas. Donc évidemment, dans le premier cas, ça se gère socialement plus simplement que dans le deuxième. Parce que quand je désire un truc, c'est quand même socialement un peu plus simple que quand je ne le désire pas. Mais un truc essentiel à avoir en tête, c'est que dans les deux cas de figure, que ce soit sobriété ou pauvreté, c'est récessif. Parce que du coup, on ne fabrique plus. Donc on ne produit plus. Donc le bout du PIB qui correspondait à la production disparaît. Donc la sobriété est quelque chose qui marche de manière généralisée à partir du moment où on accepte l'idée que ça va avec le fait de faire décroître le PIB tel qu'il a été conçu, soit dit en passant, parce qu'au moment où il a été conçu, le PIB, c'était vraiment pour mesurer des tables et des verres. Faire décroître le PIB, j'en reparlerai un peu plus tard quand on parlera des systèmes dans lesquels on vit, ça a une toute petite conséquence de court terme, c'est que ça fait décroître la base fiscale. Et donc, vous n'allez pas voir à peu près un élu, sauf rares exceptions, qui se présente devant les caméras en disant « c'est ça que je vais faire ». Parce que ça lui crée immédiatement un problème budgétaire de court terme qui ne sait pas résoudre. Donc la quasi-totalité du monde politique n'envisage absolument pas de généraliser ces deux trucs-là. Par ailleurs, généraliser ces deux trucs-là suppose d'embarquer la totalité des consommateurs, alors que de s'occuper de ça, ça suppose juste de taper sur la tête de quelques industriels et de quelques ingénieurs des mines. Donc c'est quand même, en termes de population qu'on met sous contrainte, beaucoup plus petit numériquement. Et comme dans les démocraties, chaque personne a un bulletin de vote, quelle que soit sa position, en général, toute solution qui permet de minimiser le nombre de gens sur lesquels vous avez besoin de taper pour régler un problème est une solution préférentielle.
Donc il y a très très peu de discours sur les deux cases du bas.